Tu crois penser par toi-même. Tu as cette impression intime, presque évidente, que ce qui se passe dans ta tête t'appartient, que tes pensées sont le reflet fidèle de ce que tu es, de ce que tu veux, de ce que tu choisis. Et pourtant, si tu prends un instant pour observer honnêtement ton esprit, quelque chose d'étrange apparaît. Les pensées surgissent, elles arrivent sans prévenir. Certaines te plaisent, d'autres te dérangent, d'autres encore te fatiguent. Mais très rarement les as-tu réellement choisies. Elles sont là au réveil, elles commentent ta journée, elles jugent, anticipent, regrettent, comparent. Et le plus troublant, ce n'est pas leur présence, c'est le fait que tu les crois presque toutes. Comme si chaque pensée méritait ton attention, comme si chaque phrase intérieure disait forcément la vérité. Mais si ce n'était pas le cas, et si une grande partie de ce que tu appelles tes pensées n'était en réalité qu'un bruit hérité, appris, répété. Observe un instant. Une pensée apparaît, une inquiétude, une critique, un souvenir. Tu n'as rien fait pour la créer. Elle s'impose. Puis une autre arrive, et une autre encore. Tu n'es pas à l'origine de ce flux. Tu y assistes. Et pourtant, tu t'y identifies. Tu dis « je pense », alors que bien souvent, quelque chose pense en toi. Depuis l'enfance, on t'a appris à faire confiance à ta voix intérieure, à croire que réfléchir signifie contrôler. Mais réfléchir n'est pas diriger. La plupart du temps, c'est réagir. Réagir à ce que tu as vu, entendu, absorbé. Ton esprit est un lieu de passage, pas une forteresse parfaitement protégée. Et ce simple constat peut être profondément déstabilisant. Car si tes pensées ne sont pas toujours les tiennes, alors qui es-tu ? Où se situe ton identité ? Dans le contenu de ton esprit ou dans quelque chose de plus silencieux, de plus stable ? Nous vivons avec l'illusion d'un moi pensant, solide, continu, maître de lui-même. Mais ce moi est souvent fragmenté. Un instant confiant, l'instant d'après inquiet. Calme le matin, agité le soir. Fier un jour, plein de doutes le lendemain. Si tes pensées définissaient réellement qui tu es, alors ton identité changerait à chaque minute. Et pourtant, quelque chose en toi demeure. Quelque chose observe ces variations sans disparaître. Les anciens l'avaient compris bien avant nous. Ils savaient que l'esprit humain est bruyant, que la pensée est instable, que ce tumulte intérieur n'est pas un signe de faiblesse, mais une caractéristique naturelle. Le problème ne vient pas du fait que des pensées apparaissent. Le problème commence quand tu les confonds avec toi-même. Quand une pensée dit « je ne suis pas assez », tu la crois. Quand elle dit « il faut que je réussisse à tout prix », tu la suis. Quand elle murmure « regarde les autres, ils font mieux que toi », tu obéis. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu vis sous l'autorité d'un discours intérieur que tu n'as jamais vraiment interrogé. Pose-toi une question simple. D'où viennent ces pensées ? Sont-elles nées avec toi ? Ou bien les as-tu apprises ? Car aucune pensée n'apparaît dans le vide. Elles ont toutes une origine. Une voix entendue autrefois, une peur transmise, une norme sociale intégrée, une comparaison répétée jusqu'à devenir automatique.
Tu n'as pas choisi ta langue. Tu n'as pas choisi la plupart des idées qui circulaient autour de toi, enfant. Tu n'as pas choisi ce que l'on t'a présenté comme désirable, respectable, honteux ou insuffisant. Et pourtant, ces éléments ont façonné ton dialogue intérieur. Ils se sont installés si profondément que tu les prends pour ta propre voix. Ce conditionnement est discret. Il ne se présente pas comme une contrainte. Il se présente comme une évidence. C'est normal de penser ça, te dis-tu. Tout le monde pense comme ça. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est si puissant. Ce qui est partagé devient invisible. Ce qui est répété devient vrai. La société, la culture, l'éducation ne t'imposent pas de penser comme des ordres. Elle les dépose comme des graines. Et avec le temps, ces graines deviennent des réflexes mentaux. Tu crois penser librement alors que tu reproduis des schémas. Tu crois juger par toi-même alors que tu appliques des critères hérités. Même tes peurs les plus intimes ont souvent une origine extérieure. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être rejeté, la peur de perdre du temps, de rater quelque chose, de ne pas être reconnu. Ces peurs ne naissent pas spontanément. Elles sont nourries par un environnement qui valorise la performance, la comparaison, la vitesse. Ton esprit apprend vite, trop vite. Il apprend à anticiper les menaces, à se conformer, à éviter la douleur sociale. Et pour cela, il fabrique des pensées en continu. Des pensées qui commentent, qui évaluent, qui critiquent. Non pas pour te nuire, mais pour te protéger. Pourtant, cette protection devient souvent une prison. Car plus tu crois chaque pensée, plus tu renforces son autorité. Plus tu lui donnes de poids, plus elle revient. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu vis davantage dans ta tête que dans la réalité. Tu réagis à des scénarios mentaux. Tu souffres d'événements qui n'ont pas encore eu lieu. Tu combats des idées comme si elles étaient des faits. C'est ici que naît une fatigue profonde. Une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'esprit. Une fatigue d'avoir toujours quelque chose à penser, à résoudre, à corriger. Une fatigue d'être constamment en conversation avec toi-même. Mais il existe une autre possibilité. Une posture plus sobre, plus lucide. Une manière de ne pas nier les pensées, mais de cesser de leur obéir automatiquement. Une manière de les voir pour ce qu'elles sont, des phénomènes passagers, des mouvements, pas des ordres, pas des vérités absolues. Cette distance, ce léger recul, change tout. Elle ne supprime pas le bruit, elle t'empêche simplement de t'y perdre. Et c'est là que commence une forme de liberté dont on parle peu. Une liberté discrète, silencieuse. Une liberté qui ne consiste pas à penser davantage, mais à croire moins. Quand tu commences à voir tes pensées comme des événements et non comme des ordres, quelque chose se déplace en toi. Tu réalises que penser n'est pas décider, que l'apparition d'une idée ne t'oblige pas à agir, ni même à la prendre au sérieux. Pourtant, pendant longtemps, on t'a appris l'inverse. On t'a appris que la pensée est ton outil principal, ton guide, parfois même ton identité. Alors naturellement, tu lui fais confiance, trop confiance. Mais observe encore, une pensée surgit, puis disparaît. Une autre la remplace. Certaines reviennent souvent, comme si elles frappaient à la porte encore et encore. D'autres ne passent qu'une fois. Si ces pensées étaient réellement toi, pourquoi seraient-elles si instables ? Pourquoi changeraient-elles selon ton état de fatigue, ton environnement, ou même selon ce que tu as mangé ? Ce simple constat suffit à fissurer l'illusion. Les stoïciens faisaient une distinction fondamentale que nous avons largement oubliée. Ils distinguaient l'impression de l'assentiment. L'impression est ce qui apparaît spontanément dans l'esprit. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement là. L'assentiment, en revanche,
est l'acte par lequel tu dis oui à cette impression. C'est là que commence ta responsabilité. Et c'est aussi là que commence ta liberté. Tu ne contrôles pas l'apparition d'une pensée. Tu contrôles ce que tu en fais. Pourtant, la plupart du temps, ce processus est si rapide que tu n'en es même pas conscient. Une pensée surgit et immédiatement tu la crois. Elle devient une vérité. Elle déclenche une émotion, puis une réaction. Et tout cela se produit sans que tu n'aies pris la moindre distance. C'est ainsi que la souffrance mentale s'installe. Non pas parce que tu penses, mais parce que tu crois tout ce que tu penses. Une pensée anxieuse apparaît et tu la nourris. Une pensée colérique surgit et tu l'amplifies. Une pensée de comparaison se glisse dans ton esprit et tu la suis jusqu'à l'épuisement. À aucun moment tu ne te demandes si cette pensée mérite ton attention. Tu supposes qu'elle la mérite, simplement parce qu'elle est là. Mais imagine un instant que chaque pensée soit comme un visiteur. Certains sont polis, d'autres bruyants, d'autres encore franchement désagréables. Tu peux les voir entrer, tu peux les voir repartir, mais tu n'es pas obligé de leur offrir une chaise, ni de les écouter pendant des heures. Le problème, c'est que tu ouvres souvent la porte sans réfléchir. Tu les laisses s'installer, et parfois même, tu leur donnes les clés de ta maison. Le vrai danger n'est donc pas la pensée elle-même. Le vrai danger, c'est l'identification. Le moment où tu dis « cette pensée me définit ». À partir de là, tu n'observes plus, tu fusionnes. Et quand tu fusionnes avec une pensée, tu perds toute distance. Tu deviens prisonnier d'un récit intérieur que tu n'as pas choisi consciemment. C'est ainsi que naissent la plupart des conflits intérieurs. Tu veux être calme, mais une pensée te dit que tu dois réagir. Tu veux avancer, mais une pensée te rappelle tout ce qui pourrait mal se passer. Tu veux être présent, mais une pensée te projette ailleurs. Et chaque fois, tu te bats contre toi-même. Non pas contre la réalité, mais contre un dialogue intérieur incessant. Les stoïciens ne cherchaient pas à faire taire l'esprit. Ils savaient que c'était inutile. Ils cherchaient à l'éduquer, à ralentir ce moment précis où l'impression devient une certitude, à créer un espace, même minuscule, entre ce qui apparaît et ce que tu acceptes. Cet espace est invisible, mais il est décisif. Dans cet espace, tu peux choisir de ne pas croire, de ne pas suivre immédiatement, de laisser passer. Et ce choix, répété encore et encore, transforme profondément ta relation à toi-même. Tu ne deviens pas froid, tu deviens clair. Tu ne deviens pas indifférent, tu deviens stable. Car quand tu ne crois plus chaque pensée, quelque chose d'étrange se produit. Les pensées perdent de leur pouvoir. Elles continuent d'apparaître, mais elles ne te dirigent plus. Elles parlent, mais tu n'obéis pas systématiquement. Et dans ce silence relatif, une autre forme d'intelligence émerge. Une intelligence plus lente, plus posée, moins réactive. Cette posture demande du courage, car elle va à l'encontre de ce que la société encourage. On te pousse à réagir vite, à avoir une opinion sur tout, à commenter, juger, répondre. Le calme est souvent perçu comme une faiblesse, le silence comme un vide. Pourtant, les esprits les plus solides sont rarement les plus bruyants. Ne pas réagir immédiatement, ce n'est pas fuir, c'est choisir. C'est refuser de laisser une pensée conditionnée décider à ta place. C'est refuser de vivre sous la tyrannie de l'urgence mentale. Et cette discipline intérieure, bien plus que n'importe quelle technique, est au cœur de la force tranquille. Quand tu observes tes pensées sans t'y accrocher, tu découvres qu'elles ont un cycle naturel. Elles naissent, elles culminent, elles disparaissent. Même les plus insistantes finissent par se dissoudre si tu ne les alimentes pas.
Et cette simple observation change ton rapport à la souffrance. Elle ne la supprime pas, mais elle l'empêche de s'enraciner. Il y a une grande différence entre ressentir une émotion et être gouverné par elle, entre avoir une pensée et la laisser définir ta réalité. Cette différence est subtile, mais elle sépare une vie agitée d'une vie maîtrisée, une vie de réaction d'une vie de présence. Plus tu pratiques cette distance, plus tu réalises que beaucoup de conflits étaient inutiles, que beaucoup d'angoisses étaient anticipées, que beaucoup de luttes se déroulaient uniquement dans ton esprit. Et cette réalisation n'est pas euphorique, elle est sobre, presque austère, mais elle est profondément libératrice. Car au fond, tu n'as jamais été tes pensées, tu as toujours été celui qui les voit. Et tant que tu confondras les deux, tu continueras à te perdre dans le bruit. Mais le jour où tu cesses de croire aveuglément chaque voix intérieure, quelque chose se stabilise, quelque chose reste, calme, présent, inébranlable. Quand tu cesses de croire automatiquement ce qui traverse ton esprit, il ne reste pas un vide inquiétant comme on pourrait le craindre. Il reste quelque chose de beaucoup plus simple, plus stable, une présence silencieuse qui n'a pas besoin de commenter chaque instant pour exister. Cette présence était déjà là avant que tu commences à te définir par tes pensées. Elle était là quand tu étais enfant, avant que le monde t'explique ce que tu devais vouloir, craindre ou devenir. Au début, ce calme peut sembler étrange, presque inconfortable. L'esprit, habitué au mouvement constant, cherche à reprendre le contrôle. Il envoie de nouvelles pensées, parfois plus subtiles, parfois plus insistantes. Il te dit que tu devrais analyser davantage, comprendre davantage, trouver une conclusion. Mais cette fois, tu vois le mécanisme, tu reconnais la tentative, et tu n'es plus obligé d'y répondre. Peu à peu, quelque chose change dans ta manière d'agir. Tu réagis moins vite, tu parles moins pour te défendre, tu expliques moins. Tu n'as plus ce besoin constant de justifier ce que tu ressens ou ce que tu fais. Non pas parce que tu t'en désintéresses, mais parce que tu n'es plus gouverné par chaque impulsion mentale. Les décisions deviennent plus lentes, mais plus justes. Tu n'agis plus pour faire taire une pensée désagréable, mais parce qu'une action s'impose réellement. Et cette différence est essentielle. Une action née de la peur cherche à soulager. Une action née de la clarté cherche à être juste. L'une fatigue, l'autre renforce. C'est ici que la force tranquille commence à prendre forme. Elle n'a rien de spectaculaire. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne s'exprime pas par des discours, mais par une stabilité intérieure, par une capacité à rester droit quand l'esprit s'agite, à rester silencieux quand la provocation apparaît, à rester présent quand l'anxiété tente de projeter ailleurs. Cette force ne supprime pas les pensées négatives, elle les relativise, elle les remet à leur place, elle les empêche de devenir des tyrans. Et plus tu incarnes cette posture, plus ton rapport au monde change. Les conflits extérieurs te touchent moins, non parce qu'ils disparaissent, mais parce qu'ils trouvent moins de prise en toi. Tu réalises alors quelque chose de fondamental. Beaucoup de souffrances que tu portais ne venaient pas des événements, mais de l'histoire que tu te racontais à leur sujet. Des interprétations répétées, des scénarios mentaux amplifiés. En cessant de croire aveuglément ces récits, tu ne deviens pas insensible, tu deviens lucide. La lucidité n'est pas une dureté, c'est une sobriété. Elle te permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans y ajouter constamment une couche de drame intérieur. Elle te permet d'agir quand il faut agir et de te taire quand il est inutile de réagir. Elle te permet surtout de conserver ton énergie là où elle compte vraiment. Il y a une grande dignité dans cette posture, une dignité silencieuse, celle de quelqu'un qui n'est plus en guerre avec son propre esprit, qui n'essaie plus de tout contrôler, qui accepte que des pensées apparaissent sans leur donner le pouvoir de diriger sa vie. Cette dignité est rare, parce qu'elle demande de renoncer à l'illusion du contrôle total. Mais ce renoncement n'est pas une perte,
c'est un allègement. Moins de luttes internes, moins de dialogues inutiles, moins de fatigue mentale. Et dans cet espace dégagé, tu redécouvres une forme de simplicité, une manière d'être au monde plus directe, moins filtrée par le commentaire intérieur. Tu commences à vivre davantage dans l'expérience que dans l'interprétation, à ressentir sans immédiatement analyser, à observer sans immédiatement juger. Et paradoxalement, c'est là que ton discernement s'affine. Car tu vois plus clairement quand ton esprit est calme que lorsqu'il est saturé de pensées. Peut-être que la véritable liberté n'a jamais consisté à contrôler ce que tu penses. Peut-être qu'elle a toujours consisté à ne pas t'y identifier, à comprendre que les pensées passent, mais que quelque chose en toi demeure. Quelque chose qui n'a pas besoin de convaincre, de comparer ou de prouver. Cette chose n'a pas de voix. Elle n'a pas d'opinion. Elle est simplement là, présente, stable. Et plus tu lui laisses de place, plus ta vie gagne en cohérence. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que tu n'ajoutes plus une souffrance mentale inutile à chaque difficulté. Alors la prochaine fois qu'une pensée surgira et tentera de te définir, rappelle-toi ceci. Le fait qu'une pensée soit là ne signifie pas qu'elle te représente. Le fait qu'elle soit répétée ne signifie pas qu'elle soit vraie. Et le fait qu'elle soit forte ne signifie pas qu'elles doivent être suivies. Tu n'es pas tes pensées. Tu es ce qui les voit passer. Et peut-être que la paix intérieure ne commence pas quand tu trouves enfin les bonnes pensées, mais quand tu cesses de croire toutes les autres.